bonjour à tous qui nous rejoignez potentiellement sur le stream. Bonjour à nouveau à vous, monsieur Dieu me gare. Merci à nouveau d'être là. Vous êtes le premier représentant de liste européenne qu'on interviewe dans le cadre de notre projet TerraHoche Interview, où voilà, on contacte différents représentants pour leur parler d'écologie avant tout, puisque nous sommes un club écologique, mais aussi évidemment de politique européenne. Je laisse la parole à Tristan pour qu'il nous présente le format de l'interview. Et je précise au passage que je m'appelle Paul Boutillier et que je suis le président de TerraHoche. Voilà. Oui, d'accord. Et bonjour à tous et tous les élèves du lycée Hoche. Oui, merci. Donc, je vais commencer l'interview. Pour préciser le projet, on va commencer d'abord simplement par vous demander de vous présenter, vous et votre parti. Voilà. Bon, alors, je commence par moi. Donc, je m'appelle Pierre Dumegarde, j'ai 68 ans. Et il se trouve que je suis prof de SVT en classe préparatoire à la retraite. Donc, ce qui fait que je n'ai pas pratiqué le lycée Hoche, mais j'ai pas mal de collègues qui y exercent encore. Donc, c'est intéressant pour moi de faire cette interview. Et donc, ça fait à peu près une quarantaine d'années que je pratique la langue internationale espéranto. Ça m'avait permis d'avoir des contacts intéressants, des voyages, etc. Et ça fait à peu près une douzaine d'années que je participe au mouvement Europe Démocratie Espéranto. Et donc maintenant, j'en suis le président pour la section française. Voilà, donc nous faisons partie de ce qu'on appelle les petites listes pour les élections européennes. Oublié de tous pratiquement entre les élections européennes parce qu'on ne se présente qu'aux élections européennes. Disons, à l'intérieur de notre mouvement, il y a des gens très divers, des gens de droite, des gens de gauche, des gens d'ailleurs, et beaucoup dont j'ignore les opinions politiques de détail, et qui sont un peu réunis par une même conviction que dans l'Union européenne, ça ne marche pas si bien que ça. Bon, ça pourrait être pire, c'est sûr. Mais on trouve que du point de vue démocratie, c'est-à-dire pour que le peuple ou les peuples puissent essayer de gouverner ou de décider quelque chose pour la politique de l'ensemble de la structure, ça ne marche pas très bien, notamment à cause de problèmes de langue, c'est-à-dire que les peuples sont séparés par les différentes langues et donc ils n'arrivent pas à communiquer entre eux. Il y a aussi une séparation entre, d'une part, les peuples et les élites anglophones qui gouvernent l'ensemble. Donc, ils utilisent l'anglais pour si on peut dire, leur cuisine interne, il n'y a pas de problème. Mais le résultat, c'est que ça fait une coupure entre ces élites et les peuples. Et nous pensons que c'est un peu ce qui nourrit aussi ce qu'on appelle en ce moment les populismes, c'est-à-dire que les gens se disent on ne peut rien en tirer, il faut qu'on se replie un peu sur notre échelon national pour que ça marche mieux. Pour nous, ce n'est pas notre opinion. Pour nous, on devrait pouvoir faire quelque chose de mieux, mais il faudrait que l'information circule davantage, notamment par une langue internationale, espéranto, qui a beaucoup de qualités, mais sur lesquelles c'est peut-être pas le moment de détailler. Très bien. Je vais demander au public qui est présent ici si vous avez des questions, ainsi que le live Twitch. Si vous avez des questions dans le chat, donnez-les et Paul pourra les poser. Dans le public, personne ne semble avoir de questions. La présentation a été claire. Eh bien, je pense qu'il faut quand même pour un ancien prof, c'est un peu inquiétant. Ça veut dire que les gens n'ont pas bien compris. Ouais, justement, je pense que c'est vrai que le thème majeur est l'écologie, mais par rapport à ce que vous avez directement abordé, je pense que le premier paradoxe qui semble m'apparaître, c'est que vous dites qu'il y a une élite qui utilise l'anglais. Ça c'est clair que peu de gens aujourd'hui en France pratiquent très bien l'anglais, mais cela dit, personne quasiment ne pratique l'espéranto, donc il faudrait que tout le monde apprenne cette langue pour l'utiliser, si c'est ça la solution que vous proposez. Donc tout de suite, j'ai envie de vous interroger, comment vous voyez cette perspective-là? Je la vois bien, c'est-à-dire que si ça se passait, ça serait très bien. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, l'espéranto par rapport aux langues nationales, telles que le français, l'anglais, l'allemand, l'espagnol, c'est un peu comme le système métrique par rapport aux mesures en pied, en pouce, en toise, en coudée, etc., qui effectivement sont des mesures naturelles que les gens utilisaient depuis des millénaires et on voit tout de suite à peu près à quoi correspond une coudée. Mais néanmoins, depuis 2 siècles et quelques qu'on pratique le système métrique qui s'est transformé en système international d'unité,
ben, finalement, on trouve que c'est pas mal et que quand même, on aurait tort de s'en priver. Voilà, pour moi, c'est un petit peu comme ça. Alors, c'est vrai que c'est pas facile de convaincre les gens de l'intérêt de l'espéranto. Mais en fait, pour nous, ça fait partie d'une démarche, le fait de faire circuler l'information beaucoup plus qu'actuellement. Et bon, peut-être tout à l'heure, je pourrais vous parler des sondages Eurobaromètre qui donnent des choses intéressantes sur les conceptions de l'écologie par les différents pays européens. Et en fait, ces sondages Eurobaromètre sont publiés uniquement en anglais. Et en fait, le résultat, c'est qu'ils ne sont pas connus du tout et que, bien que ça soit payé par les impôts de tous les contribuables européens, en fait, les contribuables européens ne les connaissent pas. Les journalistes ne les connaissent pas beaucoup non plus. Et en fait, c'est difficile d'avoir une démocratie, c'est-à-dire un débat pour essayer d'envisager les meilleures solutions pour l'avenir, quand on n'a pas les bonnes informations, qu'on ne sait pas ce que pensent les voisins. Ça ne facilite pas un bon débat. Voilà, donc on voudrait que l'information passe beaucoup plus, et en particulier donc par beaucoup plus de traduction dans les langues nationales pour que les gens comprennent de quoi il s'agit, et si possible, effectivement, qu'ils puissent discuter en espéranto. Mais ça fait partie d'un tout, c'est pour que l'information circule beaucoup mieux. Très bien. J'ai moi aussi une question. Donc, vous dites que votre projet principal, c'est l'espéranto et sa popularisation, et son utilisation. Donc. Mais est-ce que vous avez d'autres projets qui vous tiennent à cœur, que vous défendez particulièrement au sein de votre parti? Oui, c'est-à-dire que l'espéranto, si on peut dire, c'est le moyen pour qu'il y ait de l'information qui circule, pour que les gens puissent débattre, parce qu'on trouve que c'est bien. Mais toujours dans cette idée de circulation de l'information, on soutient aussi fortement les logiciels libres. C'est-à-dire que pour nous, les logiciels libres, c'est une voie pour que la collectivité puisse améliorer petit à petit le fonctionnement des logiciels, surveiller aussi de quoi il s'agit. Et donc, les logiciels libres, c'est quelque chose d'important pour nous aussi. Très bien, merci. Donc, je pense qu'on va pouvoir passer à la seconde partie de l'entretien. C'est un format de questions rapides auquel vous allez devoir répondre le plus rapidement possible, le plus succinctement possible, en une ou deux phrases. L'idée, c'est de ne pas dépasser les 5 minutes et ensuite, on pourra réagir à vos réponses après les avoir entendues rapidement pour bien avoir vos opinions. Donc, je vais procéder. Alors, est-ce que je peux dire juste une chose? C'est que il y a beaucoup de questions à laquelle, si on peut dire, notre mouvement n'a pas de réponse institutionnelle, il n'y a pas de ligne du parti sur ceci ou sur cela, mais je pourrais éventuellement répondre en mon nom personnel. D'accord, très bien. Donc, je vais commencer à poser les questions. Donc, les réponses seront rapides et ensuite, on pourra redévelopper après. Le but, c'est vraiment d'être succinct. Donc, première question. La question écologique peut-elle être résolue par la politique? Elle n'est pas soluble sans la politique. C'est-à-dire, je pense qu'il n'y a pas que la politique, mais s'il n'y a pas de politique, on ne pourra pas aller bien loin. Quel est le secteur le plus important dans la transition écologique? Pour moi, le secteur le plus important, ça serait de diminuer, c'est pour moi seulement, disons, on n'a pas de, ça serait de diminuer la consommation générale d'énergie. Parce que toutes les annonces de stockage de CO2, etc., ça me paraît pas praticable à très grande échelle. Donc, c'est pas ça qui résoudra le problème. La décroissance est-elle envisageable? La décroissance est envisageable. Nous avons d'ailleurs quelques contacts avec le mouvement de la décroissance, mais pour nous, ce n'est pas un objectif en soi. Ça peut se faire. Disons, en fait, quand on parle de croissance et de décroissance, c'est la croissance et la décroissance des échanges économiques, c'est-à-dire des échanges marchands, monétaires entre les gens. Et si les gens arrêtaient d'avoir complètement de relations entre eux, ça serait une catastrophe, ça ferait de la décroissance, mais ce n'est pas pour autant que la planète et ses habitants marcheraient mieux. Donc pour nous, la décroissance est tout à fait envisageable, mais ce n'est pas un but en soi. À quel rythme faut-il s'affranchir des énergies fossiles? Le plus vite possible. Pour réussir la transition écologique, faut-il contraindre les libertés individuelles? Hélas, oui.
L'Union européenne est-elle le levier le plus puissant face aux enjeux écologiques? C'est un levier parmi d'autres. Je ne peux pas dire que ce soit le plus puissant. Et est-elle trop focalisée sur l'économie par rapport à l'écologie? Économie et écologie ont la même racine étymologique, c'est-à-dire une idée de vivre ensemble. Donc les deux vont ensemble, mais c'est vrai que voir uniquement les questions monétaires et de PIB et de revenus disponibles par habitant, ça ne va pas mener bien loin pour la transition écologique. Quel aspect de la politique écologique européenne changeriez-vous? Je changerais surtout la manière de faire et de défaire, c'est-à-dire en particulier, von der Leyen avait annoncé un Green Deal qui devait tout changer, et puis depuis quelques semaines ou quelques mois, finalement, ça revient en arrière, et au bout du compte, on ne sait plus du tout ce qu'il faut faire. Donc, ça ne me paraît pas une bonne manière de faire. Une fois qu'on a pris une décision, même si elle n'est pas très grande, pas très importante, il faut l'appliquer. Et enfin, une question plus actuelle. Faut-il changer la politique agricole commune? Je répondrai oui, mais là aussi, il faut de la clarté. Donc, ne pas faire un pas en avant, un pas en arrière, un pas sur le côté, parce que les agriculteurs ne savent plus quoi faire. Très bien, merci pour vos réponses. Donc, c'était l'ensemble des questions que nous voulions vous poser. Et maintenant, on va simplement réagir. Notamment Paul, moi et Sacha. Donc, si la première chose qui m'apparaît dans ce que vous avez dit, c'est que, enfin, en tout cas, il y a beaucoup de choses, évidemment, on va vous interroger pendant plusieurs minutes, mais la première chose, vous avez dit, l'Union européenne, selon vous, c'est un levier parmi d'autres. Déjà, en quoi exactement est-ce que c'est un levier, selon vous? En quoi est-ce que l'Union européenne est un levier, c'est ça? Levier pour la transition écologique, oui, pardon. Oui. Tout à fait. C'est un levier, notamment parce qu'il y a la libre circulation, en principe, ça n'est pas toujours réalisé, mais des hommes et des marchandises. Et donc, ce qui fait que il faut que les règlements soient les mêmes en général, dans tous les pays de l'Union européenne. Donc, le fait que l'Union européenne, par exemple, définisse des normes valables pour toute l'Union européenne, ça peut pousser fortement dans un sens ou dans un autre. Et donc, je pense en particulier que pour la transition écologique, elle a un gros rôle à jouer de ce point de vue-là. Mais bien sûr, ça ne sera efficace que si les nations suivent. Oui, d'accord. Et donc, fort de ce point de vue, qu'est-ce que vous voyez comme autre levier? Alors, si ça me paraît déjà assez puissant, mais selon vous, qu'est-ce qui serait mieux, ou en tout cas a autant de poids? Je pense que les associations ont un grand poids. Je pense que les médias ont aussi un grand poids, parce qu'en fait, il faut que tout le monde se sente un petit peu embarqué dans le même bateau. Et s'il y a des gens qui tirent d'un côté et des gens qui tirent de l'autre, c'est pas vraiment efficace. Et pour revenir à ce moment-là à notre spécialité, le fait que dans les différents pays, il y ait des opinions publiques très différentes les unes des autres, ça fait que les peuples ne se comprennent pas. Certains pays sont pro-nucléaires, d'autres pays sont anti-nucléaires, en moyenne, disons. Et donc, à ce moment-là, il y a des grosses tensions entre les pays. Je pourrais éventuellement vous montrer un graphique si à un moment on peut partager l'écran. Le fait que chaque opinion publique, disons, il n'y a pas d'opinion publique européenne, il y a une opinion publique française, allemande, italienne, grecque, etc. Et en fait, chacun est un peu enfermé dans sa bulle culturelle et c'est difficile d'aller tous dans la même direction. Mais est-ce que pour autant, la démocratie, c'est aussi la pluralité des opinions. Donc, vous dites que c'est problématique parce qu'on n'a pas tous la même opinion, mais en même temps, il faut pas qu'on soit dans une dictature qui censure. Donc, quelle issue voyez-vous à cette apparente contradiction? Justement, essayer de mieux faire circuler l'information. C'est-à-dire, par exemple, en France, tout le monde comprend plus ou moins le français. Et donc, même dans les différents partis politiques, les gens savent un peu les arguments des autres. Par exemple, la France insoumise
se préparent à répliquer aux arguments des macronistes et inversement. Et donc, ça fait quand même une culture commune. On sait un peu les opinions des uns et des autres. Alors que par contre, si on prend l'exemple du nucléaire, par exemple, l'opinion publique française est plutôt pour le nucléaire, l'opinion publique autrichienne est franchement contre, et ça fait des tensions entre les pays. On ne va pas jusqu'à la guerre, heureusement, pour l'instant, mais il y a quand même des grosses divergences. Et donc, je pense que s'il y avait davantage d'informations qui circulaient, on saurait mieux ce que pensent les autres. On ne serait pas forcément d'accord, bien sûr, mais on saurait à quoi s'attendre. Et je pense que c'est un peu caricatural entre les pays de l'Est, par exemple, tels que Pologne et Hongrie, et les pays de l'Ouest, tels que la France, par exemple. On a du mal à comprendre ce que pensent les gens, comment pensent les gens. On dit c'est n'importe quoi, mais il faut imaginer que les gens de Pologne ou de Hongrie, quand ils voient le comportement des Français, ils disent c'est n'importe quoi. Donc, bonjour. J'aimerais vous poser une question sur. Vous avez dit qu'il faut se débarrasser au plus vite possible des énergies fossiles. Je pense que ici nous sommes tous d'accord sur cette idée. Cependant, sachant que nous consommons encore beaucoup d'énergie, comment est-ce qu'on va faire pour s'y substituer de façon efficace sans que cela ne coûte, par exemple, sur le contribuable? Je ne vais pas être élu, donc je pense qu'en fait, il faut augmenter le prix de l'énergie. C'est-à-dire ne pas subventionner les énergies, bon, en particulier les énergies fossiles, mais l'énergie en général. En particulier, le gouvernement français a dépensé beaucoup d'argent pour faire un soutien, supprimer des taxes et des choses comme ça pendant que le prix du pétrole et du gaz était très cher. Mais je ne pense pas qu'à long terme, ça soit une bonne solution. Il vaudrait mieux laisser les taxes et même peut-être en mettre davantage pour avoir de l'argent pour financer quelque chose d'efficace, éventuellement même rien que pour augmenter les allocations de ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent. Mais il faut augmenter le prix de l'énergie. Très bien, merci beaucoup. Alors, je vais m'appuyer sur le chat, puisque je vois que Nathan nous a posé une question justement sur les énergies fossiles, et il nous dit, alors, le plus vite possible, selon vous, qu'est-ce que ça veut dire? Quelles sont les lois qui doivent être proposées? Et c'est justement aux décideurs de dire à quel rythme on sort des énergies. Voilà, Je pense que pour ce qui est du problème de la transition écologique, il faudrait arrêter complètement le charbon. Bon, en France, on n'en est pas tellement dépendant par rapport à d'autres pays, mais d'une manière générale, c'est l'énergie fossile qui dégage le plus de CO2 par rapport à la quantité d'énergie produite. Il faudrait le supprimer, puisqu'en fait, les particuliers ne l'utilisent pratiquement plus, et il n'y a que quelques groupes industriels qui l'utilisent, donc je pense qu'on devrait pouvoir s'en passer. Le pétrole, c'est difficile, puisque la majorité des voitures fonctionnent avec cette énergie, qu'on en a besoin aussi pour la chimie, etc. Et le problème essentiel pour moi, c'est le gaz, parce que le gaz émet beaucoup moins de dioxyde de carbone que le charbon ou que le pétrole pour la même énergie fournie. Le problème, c'est que jusqu'à il y a 2 ans, l'Europe était très dépendante du gaz russe. Donc, être dépendant du gaz fourni par une puissance étrangère, ça donne beaucoup de dépendance, beaucoup de suggestions et on manque de liberté. Donc, il faut agir pour qu'on en consomme encore moins. Donc, pour moi, arrêter tout de suite le charbon, arrêter le pétrole dans la mesure du possible, etc. Et le gaz, essayer de diminuer aussi. Alors, on peut diminuer en particulier en ayant une politique un peu plus stricte par rapport au chauffage des bâtiments. Et je pense qu'en particulier, les bâtiments publics et les organismes publics devraient avoir un gros modèle d'exemple. C'est-à-dire que, par exemple, quand je vois à la télévision en hiver
des présentatrices avec les bras nus. Je trouve ça indécent. En été, ça ne me gêne pas du tout. Mais je trouve que c'est un peu une incitation pour les téléspectateurs à dire si à la télé, les gens sont comme ça, en tout petits vêtements, nous aussi, dans notre appartement, il faut qu'on puisse être très peu vêtus, et donc c'est normal d'avoir le chauffage à 22, 23, etc. Donc je pense que les pouvoirs publics ont un gros rôle pour l'exemple. Merci. Et est-ce qu'on a des questions en présentiel ou j'enchaîne? Moi, j'ai une question. Donc, vous êtes pour l'arrêt le plus rapide possible des énergies fossiles. Et pour substituer à ces énergies, quelles sont les énergies que privilégie le plus votre parti? Notre énergie. Nucléaire, ou les énergies renouvelables Il y a, en fait, dans notre mouvement, il y a des opinions très variées. Il y a des pro-nucléaires, il y a des anti-nucléaires, donc je ne prendrai pas position comme ça. Par contre, ce que je pense, c'est qu'on peut se rassembler sur une idée qu'il faut imaginer que dans le futur, l'énergie ne sera pas abondante tout le temps au même moment. Et donc, il faudrait changer nos habitudes, je parle au niveau de la société, de consommer de l'énergie en permanence. Je pense en particulier, j'ai habité pendant 20 ans dans les Bouches-du-Rhône, juste à côté d'une usine chimique qui faisait en particulier l'électrolyse du sel. Donc pour faire l'électrolyse du sel, et transformer en chlore et en soude, il faut énormément d'électricité. Et donc on voyait les lignes à haute tension qui convergeaient vers cette usine. Je ne sais pas combien ça consommait, mais peut-être bien autant qu'une ville de 50 ou 100 000 habitants. Donc, si on imagine qu'il faudrait quand même avoir ce même genre de produits chimiques, même si c'est contestable, dans l'avenir, on peut imaginer que en été, on a une grande quantité d'électricité solaire et donc on peut faire une grande quantité d'électrolyse. Par contre, en hiver, on n'a pas beaucoup d'énergie et donc on arrête cette production. Ça réclame un changement des rythmes de travail et de production. Merci beaucoup. Simplement, relativement à votre parti, j'ai une question. Si vous veniez à être élu, comment est-ce que vous feriez pour stabiliser les opinions de votre parti puisqu'elles divergent, puisqu'elles ont l'air de diverger autant que... Oui, elles divergent sur les manières de faire, mais je pense que il y a dans le programme de notre parti, qui est très court et qui ne répond pas à toutes les questions, il y a quand même, alors que je regarde, répondre à l'urgence environnementale avec le développement durable qui vise à répondre aux besoins des générations présentes sans compromettre les capacités des générations futures à répondre aux leurs, doit être considéré comme une priorité. Donc c'est ça qui est le point important. Et donc je pense que je pense qu'actuellement, globalement, l'énergie solaire revient plutôt moins cher que l'énergie nucléaire et moins dangereuse, mais ça c'est bon moi personnellement qui le dis. Mais d'une manière générale, même avec de l'énergie nucléaire, je pense qu'il faudrait quand même changer nos habitudes de consommation. Vous parlez d'habitudes de consommation et je vois dans le chat que on a parlé, vous avez parlé d'augmenter les prix tout à l'heure pour limiter justement, induire un peu ce changement de consommation. Mais est-ce que justement ça serait pas un petit peu mauvais pour la justice sociale puisque les plus pauvres, les plus démunis pourraient tout simplement pas utiliser l'électricité ou de l'énergie alors qu'ils en utilisent déjà moins et ce seraient les plus riches qui continueraient à polluer. Est-ce que vous ne serez pas... Oui, sauf que comme ça donnerait de l'argent supplémentaire à la collectivité et qui pourrait à ce moment-là aider donc les plus pauvres pour le reste de leurs besoins. Je pense qu'il n'est pas possible de à la fois diminuer les impôts, les taxes, etc., et donc en particulier sur l'énergie, et de vouloir avoir une politique active pour quoi que ce soit. Donc, si la collectivité veut faire quelque chose, il lui faut de l'argent.
pour avoir de l'argent, il lui faut des taxes et des impôts. Et je pense que, si on peut dire, le fait d'avoir l'énergie un petit peu chère, c'est une incitation à la vertu. D'accord. Vas-y. Je pense qu'on va pouvoir passer aux questions du public, notamment sur le thème de l'écologie, à partir de maintenant. Pas seulement sur les questions qu'on vient d'aborder, mais si vous avez des questions relatives au parti, que ce soit sur l'écologie, voire sur la politique du parti, vous pouvez les poser à partir de maintenant. J'en profite dans ce lapsus de temps pour rebondir encore une fois sur ce qui a été dit dans le chat. On avait parlé, évoqué les contraintes politiques tout à l'heure. On se demandait encore une fois, Nathan se demandait est-ce que vous pensez que contraindre les personnes via l'autorité serait accepté plus généralement, même chose, vous parlez de mesures quand même assez fortes pour réduire les prix. À quel point la population accepterait ce type de contraintes, selon vous? Justement, je pense qu'en fait, la population ne peut accepter ces contraintes que si les gens perçoivent qu'il n'y a pas que eux qui sont contraints à ça. Donc, il faut que l'information puisse circuler efficacement. Et parmi les points intéressants de certains eurobaromètres, donc, on demandait aux gens, c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, donc c'était déjà être après le problème de l'énergie de 2022. À votre avis, est-ce qu'il faudrait contraindre les gens par des augmentations de prix ou par des rationnements, c'est-à-dire qu'on pourrait dire, c'est un peu l'idée de Jean Covici, que chacun ait le droit à tant d'énergie par an, un point c'est tout, et puis on n'en fait pas plus. Et un point intéressant, c'est que selon les pays, c'était très très variable. Dans les pays du nord de l'Europe, les gens trouvaient qu'avoir de la contrainte, c'était pas très bon. Et par contre, dans les pays méditerranéens, les gens étaient beaucoup plus favorables à la contrainte. Alors, ça peut paraître un peu bizarre, mais en fait, une interprétation possible, je ne dis pas qu'elle soit la seule, c'est qu'en fait, dans les pays méditerranéens, où chacun fait un peu ce qu'il veut, un peu trop, les gens se disent, s'il n'y a pas une autorité pour contraindre, ça n'avancera jamais. Alors que dans les pays du Nord, où il y a une espèce de pression sociale qui fait que même sans règlement très strict, les gens mettent leurs poubelles au bon endroit parce qu'il faut faire comme ça, les gens sont plus hésitants à avoir des contraintes fortes. Donc, pour moi, ce qui est important, c'est qu'il y ait une cohésion de l'ensemble de la société pour que ça soit bien accepté. Parfait, merci. Donc, on a une question du public. C'est peut-être un peu naïf, mais pourquoi est-ce qu'on substitue la traduction de langue à langue par une langue commune? La traduction n'est pas suffisante pour tout oui, c'est-à-dire que pour l'instant, la traduction est insuffisante. En particulier, ce qui me paraît scandaleux, peut-on dire, c'est que l'Union européenne dit que toutes les langues sont égales, donc dans les traités officiels, tout le monde, toutes les langues ont les mêmes droits. Dans la pratique, ça fonctionne uniquement en anglais. Et les documents qui sont traduits dans toutes les langues, c'est uniquement les documents exécutoires, c'est-à-dire les lois, les règlements, donc ce à quoi il faut obéir. Et par contre, les documents informatifs, donc qui permettraient aux citoyens d'avoir une bonne idée de quelle est la situation, qu'est-ce qu'on peut envisager, etc. Les documents informatifs, eux, ne sont disponibles qu'en anglais. Donc le résultat, c'est que la majorité de la population est privée de, disons, des informations pertinentes pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Donc, déjà, si on avait des traductions, surtout avec les traductions automatiques, qui ne marchent pas très bien, mais pas très mal non plus, donc ça donne quand même beaucoup d'informations. Si les traductions étaient déjà bien développées, ça serait pas mal. Mais quand même, quand on veut échanger personne à personne, quand on veut participer, par exemple, à un débat tel que celui que nous faisons actuellement, il nous faut bien une langue pour communiquer. Et donc, pour nous, un des intérêts de l'espéranto, c'est que c'est une langue qui est à la fois simple et précise.
bon, selon les estimations, on met à peu près 10 fois moins de temps à apprendre l'espéranto qu'à apprendre l'anglais, par exemple, pour avoir le même niveau. Donc, le résultat, c'est qu'avec un investissement qui n'est pas trop fort, trop coûteux, à la fois en temps pour chacun et en finances pour la collectivité, on pourrait arriver à faire un débat au niveau de l'Europe, alors que pour l'instant, ça n'est pas le cas. Mais justement, est-ce que ce ne serait pas difficile à mettre en place sur le court terme le fait de mettre en place l'espéranto dans l'Union européenne, ça risquerait de coûter très cher et de prendre du temps, il me semble. Oui. Est-ce que ça ne pourrait pas poser des problèmes pour la langue? Oui. Alors, c'est sûr que ça posera des problèmes parce qu'il n'y a pas de politique générale qui ne pose pas de problème. Ceci dit, il nous semble que c'est ce qui poserait le moins de problèmes pour une meilleure efficacité. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler du rapport Grain. Vous pouvez chercher éventuellement sur Internet, rapport Grain, politique publique des langues. C'est un rapport qui a été fait par François Grain, qui est professeur d'économie des langues à l'Université de Genève. Donc, en gros, son travail, c'est de faire des recherches pour savoir le fait de connaître d'autres langues, est-ce que c'est rentable économiquement? Pour un individu, d'une part, est-ce qu'on gagne davantage si on connaît une ou quelques autres langues? Et pour une société en général, est-ce que le fait que les habitants connaissent d'autres langues, ça peut donner des avantages économiques à l'exportation, pour le tourisme, ou des choses comme ça? Donc, c'est un peu ça sa spécialité. Et en 2005, le ministère de l'Éducation nationale français lui a demandé un rapport, qu'est-ce qu'il faudrait faire comme politique d'enseignement des langues. Donc, il a fait son rapport et il a étudié 3 scénarios. Disons, dans le rapport, il y a des milliards d'euros par-ci et par-là sur lesquels je ne suis pas capable de dire grand-chose. Mais en gros, il a étudié 3 scénarios, continuer le tout anglais un peu comme ce qu'on fait actuellement, avoir une politique ferme de multilinguisme et une politique où ça serait l'espéranto qui serait la principale langue, si on peut dire, enseignée et partagée par les gens. Et donc, ce qui est certain dans son rapport, c'est que la politique de l'espéranto coûterait beaucoup moins cher que les 2 autres politiques, puisque par exemple, le fait d'enseigner l'anglais à tout le monde depuis l'école maternelle jusqu'à l'université, tout en n'ayant pas un niveau bien grand, puisqu'en fait, ce qui est visé en fin de scolarité obligatoire, c'est le niveau B2, et qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas ce niveau B2. Donc, ça fait aussi un gros paquet de milliards d'euros qui sont dépensés. Donc, avec l'espéranto, ils considèrent que ça permettrait beaucoup d'économies d'argent. Par rapport au multilinguisme, qui est bien sûr une idée séduisante intellectuellement, mais le problème du multilinguisme, c'est que c'est très peu stable. Il faut absolument que les pouvoirs publics aient une capacité d'imposer le multilinguisme, par exemple, en disant dans la réunion d'après-demain, la langue utilisée sera l'italien, par exemple. Et donc, à ce moment-là, de gré ou de force, les gens utilisent l'italien et qu'ils le prononcent bien ou pas. Et puis, pour la réunion de la semaine prochaine, ça sera l'allemand. Et donc, il faudra se faire à l'allemand. Donc, c'est quand même un peu difficile et pas simple. Et puis, il y a la solution du tout anglais comme on le fait. Et donc, bon, vous voyez que j'ai un certain âge, à mon absence de cheveux et la couleur de ce qui reste. En fait, bon, comme les autres, depuis la 6e, donc j'ai eu des enseignements d'anglais. Et puis, donc ça fait plus de 60 ans que c'est obligatoire, si on peut dire. Et pourtant, le résultat n'est pas à la hauteur des investissements consentis par la collectivité, d'une part, et des efforts consentis par les élèves et les parents d'élèves, d'autre part. Voilà, donc, l'anglais obligatoire, c'est pas vraiment une réussite. Donc, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'il faut faire? Soit en mettre encore une double dose jusqu'à ce que les élèves finissent de gré ou de force par comprendre l'anglais, ou bien changer de voie. Voilà, donc nous proposons de changer de politique. J'ai une autre question.
Est-ce que vous voyez l'espéranto comme un vecteur d'identité culturelle de l'Europe en opposition aux autres grandes puissances? Je dirais bien oui, mais je ne le mettrai pas en avant quand même. Parce qu'en fait, l'espéranto, c'est une langue européenne. C'est incontestable parce que ça a été inventé dans des pays qui sont actuellement la Pologne, la Lituanie, la Biélorussie, la Russie. Donc, c'est l'Europe. Ça a un alphabet latin avec des consonnes accentuées comme en polonais, comme en tchèque, etc. Ça se prononce un peu comme les langues d'Europe centrale. Donc, c'est une langue européenne. Et toujours pour dire que ça va bien à l'Europe, ça a été inventé pour permettre la communication entre des groupes ethniques différents qui habitaient la même ville. Donc Zamenhof, l'inventeur de l'espéranto, a écrit que dans sa ville natale, Białystok, qui est actuellement dans l'est de la Pologne, mais qui selon les époques a été en Russie, en Biélorussie, en Lituanie, ça varie. Donc à Białystok, il y avait 4 nationalités qui se regardaient de façon un peu hostile. Il y avait les Polonais, il y avait les Russes, il y avait les Allemands, il y avait les Juifs. Donc lui-même était juif, donc parlait yiddish. Et on l'avait éduqué en humaniste. On lui disait que tous les hommes sont frères, mais en fait, quand il allait dans la rue, il se rendait compte que les hommes en général n'existent pas. Il n'y a que les Russes, les Polonais, les Juifs, les Allemands et les autres. Voilà, donc il a inventé ça pour permettre une coexistence pacifique entre les gens de sa ville. Et donc, finalement, l'Europe, actuellement, c'est la même chose avec 400 et quelques millions d'habitants, avec un grand nombre de langues où les gens ne se comprennent pas. Et donc, ça peut être un point intéressant pour l'Europe d'avoir une langue commune, comme ça, facile et précise pour communiquer. Il y a une trentaine d'années, j'ai été en Amérique du Sud et les gens dans les journaux, enfin, il y avait des articles dans les journaux qui étaient un peu admiratifs de l'Union européenne en disant ces gens-là qui ne parlent pas la même langue arrivent quand même à faire une structure qui fonctionne. Comment se fait-il que nous, en Amérique du Sud, où il n'y a guère que 2 langues importantes, l'espagnol et le portugais, on n'arrive pas à faire la même chose? Donc, si effectivement, si l'Union européenne arrive à servir de modèle pour le reste du monde, ça serait très bien. Donc, y compris en utilisant l'espéranto. Par contre, je pense qu'il ne faut pas limiter l'espéranto à son aspect européen. C'est-à-dire qu'actuellement, il y a des gens qui parlent espéranto dans beaucoup de pays du monde, en Chine, au Japon, et même actuellement, disons, il y a pas mal de gens en République démocratique du Congo qui font de l'espéranto. Donc, surtout, ne pas le limiter à l'Europe. C'est ça que, pour moi qui est important. C'est bien pour l'Europe, mais pas seulement. Après, n'y aurait-il pas justement des difficultés à propager l'espéranto si on le faisait dans le reste du monde, étant donné que c'est une langue qui se fonde sur des racines européennes et que ça risquerait potentiellement de créer des inégalités pour la langue, pour apprendre la langue dans les autres pays, comme ça existe déjà aujourd'hui avec l'anglais, où par exemple les pays germaniques sont avantagés pour l'apprendre comparé aux autres pays européens. Oui, oui, tout à fait. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir dans d'autres pays où on essaie de faire des langues par, pas vraiment fusion, mais à partir de langues traditionnelles. Par exemple, l'indonésien, si j'ai bien compris, c'est un peu une langue artificielle qui est basée sur les langues parlées en Indonésie depuis des centaines d'années, mais qui a été un peu expurgée de beaucoup de difficultés, modernisée, et donc ça fait la langue nationale de l'Indonésie. Donc je pense que c'est aussi une bonne idée. Et puis, c'est vrai que c'est pas vraiment du néocolonialisme, mais en fait, le fait d'avoir l'espéranto comme langue aussi pour communiquer avec des gens d'autres continents, ça permet à ces gens d'autres continents
d'entrer plus facilement dans les langues européennes. Il y a une quarantaine d'années, à Poitiers, j'ai connu un professeur d'université chinois qui faisait un stage de 2 ans, je crois, en chimie à l'université de Poitiers. Et donc, il nous racontait que à cette époque, le gouvernement chinois faisait enseigner l'espéranto à tous les scientifiques comme ça qu'il envoyait en Europe en tant que première marche pour mieux comprendre les langues européennes. Puisqu'en fait, il y a des racines qui sont communes à toutes les langues européennes, il n'y a pas d'irrégularité de conjugaison, donc ce qui fait que c'est plus facile que d'aborder directement le français, où il y a les verbes du troisième groupe qui sont horribles à conjuguer, ou l'anglais, où dès le début du collège, on fait des interrogations sur les verbes irréguliers, et quand on n'a pas appris ces verbes irréguliers, on a une mauvaise note. Donc, l'espéranto, ça fait un marchepied qui permet d'entrer plus facilement dans les langues européennes. Mais est-ce que justement le fait d'avoir cette langue commune partagée par tous, ça pourrait pas écraser un peu les autres et par avoir une perte un peu de la puissance de nos langues telles que le français est-ce que vous voyez pas un problème presque où tout le monde commence à partager ça et on n'arrive plus à distinguer notre culture des autres? Je pense que c'est une préoccupation de certains aujourd'hui particulièrement. C'est vrai, c'est possible. Mais effectivement, donc on peut dire l'anglais c'est tellement difficile que de toute façon les gens n'y arrivent pas et donc ça ne menace pas vraiment nos langues. C'est vrai, mais par ailleurs, ça nous empêche de communiquer. Et le fait que l'espéranto soit beaucoup plus facile que les langues habituelles, ça fait qu'on n'est pas obligé d'y passer très longtemps pour arriver à le comprendre suffisamment bien. Alors après, pour exprimer toutes les nuances de la pensée, il faut un peu plus de pratique, mais disons, on ne perd pas beaucoup de temps à apprendre l'espéranto, ce qui fait que ça laisse de la place pour apprendre d'autres langues ensuite. Et un des problèmes de l'anglais, par exemple, c'est que c'est tellement important, tellement incontournable, qu'en gros, on l'apprend depuis la maternelle. Arrivé au collège, on dit normalement vous allez avoir une deuxième langue, donc effectivement les gens essayent d'apprendre une deuxième langue. Et puis après, quand on arrive au lycée ou quand on arrive en classe préparatoire ou à l'université, les autres langues sont complètement arrêtées et on dit aux gens concentrez-vous sur l'anglais parce que quand même c'est le plus important. Donc ce qui fait que je pense que la situation actuelle est beaucoup plus dangereuse pour les autres langues que si c'était l'espéranto. Mais justement, si on apprend l'espéranto, est-ce que l'anglais ne gardera quand même pas son importance internationale, ce qui ferait qu'on risquerait non seulement d'apprendre l'espéranto, mais en plus de devoir apprendre l'anglais, et peut-être que l'espéranto échouerait à le remplacer? Oui, mais ça ne serait pas forcément une mauvaise idée. Enfin, c'est-à-dire vous savez que le plus dur, quand on essaye d'apprendre des langues étrangères, c'est la première langue étrangère. C'est-à-dire qu'on est obligé de sortir des automatismes de sa langue maternelle et rentrer dans une autre langue où ça ne se passe pas de la même manière. Et donc, c'est dur pour tout le monde à chaque fois. Et le fait de commencer par une langue simple, sans exception, ça fait qu'on commence à avoir des mécanismes de sortie de sa propre langue et après, on est un peu mûr pour apprendre une autre langue, par exemple l'anglais. Il y a eu des études de fait, donc je crois dans les années 60 en Allemagne, mais aussi plus récemment en Slovénie, Croatie, Bulgarie, donc où c'était au niveau d'école primaire. Donc là où c'est apparemment le plus pertinent, c'est en fin d'école primaire. Enseigner aux élèves pendant 1 an l'espéranto, mais juste pendant 1 an, et puis après reprendre une autre langue. Et apparemment, les élèves qui ont commencé par faire 1 an d'espéranto et puis qui après se sont mis à faire une autre langue rattrapent très vite leur retard sur leurs collègues qui avaient commencé à faire directement de l'allemand ou de l'anglais ou du français et finissent par les doubler, enfin être meilleurs qu'eux au niveau linguistique dans ces langues européennes traditionnelles parce que l'espéranto leur a servi de facilitateur pour les langues étrangères en général. Donc, ce qui fait que, bon, je fais de la publicité pour mon domaine, mais
apprendre l'espéranto, ça peut permettre aussi de mieux comprendre l'anglais. Merci pour cette explication sur l'espéranto. Je pense qu'on en a déjà pas mal abordé le sujet et donc je vous propose de rester sur ce que vous disiez initialement avec l'intérêt de la libre circulation de l'information pour parler d'un thème qui touche aussi bien l'écologie que d'autres thèmes sociaux majeurs qui nécessitent de grosses réformes, le lobbyisme. Particulièrement, je voulais vous demander qu'est-ce que vous pensez qu'on devrait faire pour empêcher ce type de pratique très influente au Parlement, qui notamment bloque des réformes ambitieuses sur le climat et aussi d'autres thèmes sociaux. Je ne sais pas très bien quoi faire parce qu'au moins en français, lobbying, ça a une connotation négative. On dit oh, c'est pas bien, ils font passer uniquement leurs intérêts privés avant la collectivité. Mais dans bon nombre d'organisations non gouvernementales, il y a une activité qu'on appelle activité de plaidoyer, ou en anglais advocacy, où en fait c'est presque la même chose, mais c'est pour la bonne cause. Et donc, c'est pas toujours simple de distinguer les deux. Donc là aussi, je pense que s'il y avait davantage de transparence, ça pourrait peut-être permettre d'être moins sensible au sens de moins sensible à ces problèmes de lobbying. Disons, j'imagine, même si je ne l'ai jamais subi de ce point de vue-là, que les lobbyistes vont voir les eurodéputés et leur disent si vous voulez, j'ai un document intéressant pour vous, ça pourrait vous intéresser pour la prochaine discussion. Et bien sûr, les documents qui sont proposés par les lobbyistes sont dans le sens que veulent les lobbyistes. Alors que si l'information circulait mieux, on pourrait dire qu'il n'y en aurait pas besoin. Ou il y en aurait moins besoin, ou disons, on pourrait lutter plus efficacement. Mais est-ce que justement les lobbyistes ne voudraient pas que la transparence soit limitée? Et donc, comment la garantir, cette transparence que vous prenez tant? Qu'est-ce que vous verriez pour la garantir? Je pense que dans tous les cas, c'est un combat de longue haleine et qui n'est jamais gagné. C'est-à-dire qu'on ne peut pas décréter la transparence. Parce qu'en fait, on peut toujours imaginer que quelqu'un va prendre un café avec quelqu'un d'autre et que les deux peuvent bien parler de ce qu'ils veulent. On ne peut pas décréter l'absence de discussion. Ce serait vraiment contraire même à ce que nous souhaitons. Mais je pense que, par exemple, le fait que les documents du Parlement européen ne soient disponibles qu'en anglais, sauf tout à fait à la fin, une fois qu'ils sont déjà pratiquement adoptés, ça fait que quand des honnêtes députés essayent de se dire bon, qu'est-ce que je pourrais bien répondre à ce truc-là, enfin députés ou groupe de députés, et qu'il y a des gens qui viennent leur proposer des documents et des réponses toutes faites et des manières de dire dans leur propre langue, par exemple, je pense qu'ils y sont très sensibles, malheureusement. Tout à l'heure, vous parliez de l'importance pour vous des logiciels libres. Et concrètement, dans une politique européenne, comment est-ce que vous promouveriez ce thème? Au niveau de la politique européenne, je ne sais pas exactement. Mais en tout cas, au niveau de la politique française, par exemple, dans l'éducation nationale, je pense que c'est important de travailler essentiellement avec des logiciels libres. D'une part parce qu'on peut assez facilement les adapter. Par exemple, je pense à LibreOffice, qui est très compliqué, enfin, qui a beaucoup de possibilités, tellement de possibilités qu'on a du mal à en faire le tour et que des fois on y est un peu perdu. Mais j'ai déjà vu des versions de LibreOffice simplifiées pour l'école primaire, par exemple, en gardant uniquement les fonctions essentielles qu'on veut faire travailler aux élèves. Et donc, le fait de pouvoir faire des adaptations de ces logiciels pour un public, pour un autre, pour une langue, pour une manière de faire, je pense que c'est positif pour l'éducation en général. Et malheureusement, en fait, j'ai vu aussi trop souvent dans l'éducation nationale utiliser des logiciels propriétaires, les partisans du logiciel libre disent des logiciels privateurs, alors qu'il n'y en avait pas besoin.
et que ça aurait été mieux avec des logiciels libres. Mais après, enfin, il y a deux choses qui me viennent en tête par rapport à ce que vous dites. Déjà, est-ce que les logiciels, enfin, parfois les logiciels libres peuvent être moins performants et en plus, après, ils nous préparent moins à l'entreprise qui vont utiliser des logiciels justement pas libres, propriétaires. Typiquement, vous prenez l'exemple de LibreOffice. Je connais très peu d'entreprises qui utilisent LibreOffice comme outil de développement de texte. Ils utilisent très souvent Word. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas mieux être préparé à ça directement? Enfin, c'est pas un problème, la transparence, de ce point de vue-là? C'est-à-dire que je pense que du point de vue, comment dirais-je, on peut imaginer que la durée de vie professionnelle d'une personne est de l'ordre de 40 ans. Et donc, Microsoft Word existait déjà, 40 ans, je ne sais pas, mais enfin, il y a 30 et quelques années. Et quand on regarde l'aspect du Word actuel et du Word d'il y a 30 ans, c'est quand même franchement différent. Donc, dans tous les cas, on est obligé de se mettre à jour et je pense que ce n'est pas beaucoup plus difficile de passer de LibreOffice actuel à Word actuel que de passer de Word actuel à Word de dans 5 ans. Et en ce moment, il y a un thème qui revient très souvent, notamment dans la politique européenne, justement, c'est celui de l'intelligence artificielle générative, qui est de plus en plus démocratisée au grand public. Qu'est-ce que vous pensez du fait que des sociétés privées comme OpenAI disposent d'outils aussi puissants de façon privée et pas publique, contrairement à des logiciels, par exemple Mistral, qui est français et qui est open source? Je pense que c'est mieux de comprendre comment ça se passe. Donc, de ce point de vue-là, je pense que c'est mieux d'avoir des logiciels libres, au moins les plus libres possibles, parce qu'il est aussi compréhensible que les éditeurs de logiciels n'aient pas envie de donner tous leurs petits secrets pour lesquels ils ont dépensé des millions. Mais pour la collectivité, c'est mieux d'avoir quelque chose qui soit compréhensible. Et je pense en particulier aux puissances publiques, par exemple l'armée, la police ou autres, le fait d'utiliser des logiciels dont on ne sait pas comment ça marche, voilà, ça me paraît un point important pour la défense nationale que de comprendre comment fonctionnent les logiciels utilisés. Vous avez justement évoqué les logiciels open source. Est-ce que vous voyez d'autres moyens, je m'appuie sur ce qu'on m'écrit dans le chat, pour mieux faire circuler l'information au-delà de ces logiciels-là? Simplement, on va bientôt passer à la seconde réunion, puisqu'on va arriver à 18h30. Oui. Alors, donc, en tout cas, je ne suis pas opposé à l'intelligence artificielle, et en particulier la traduction automatique. Je trouve que ça permet une bonne circulation de l'information. Mais il y a aussi des problèmes, et donc c'est quand même mieux d'avoir les sources ou que les spécialistes puissent dire on va corriger ceci ou corriger cela. Je vous propose qu'on fasse une petite interruption pour passer sur l'autre visioconférence pour qu'on n'ait pas d'interruption inattendue. Donc je vais vous mettre le lien dans le chat. Je suis désolé pour ceux sur Twitch qui me voient faire cette manipulation. Voilà, il faudrait juste rentrer ce nouveau code sur Google Meet. Le voici, je vous l'ai mis dans le chat. Donc mettez-le dans votre presse-papier et on se retrouve dans l'autre visioconférence, si ça ne vous pose pas problème. Je vais essayer. Dites-moi quand vous êtes en train de rejoindre et comme ça je... Alors, donc si j'ai bien compris, il faut déconnecter. Parfait, il semblerait que ça fonctionne toujours, donc c'est magnifique. Bon, j'ai donc compris. Oui, absolument. Moi j'ai une autre question pour enchaîner. L'espéranto, c'est donc votre ligne directrice, mais finalement, comme on le voit avec la pluralité d'opinions de votre parti, elle ne semble pas incompatible avec d'autres politiques
qui pourrait être donc celle d'autres partis. Est-ce que vous pensez, est-ce que d'autres bords politiques, d'autres partis qui, eux, ont des idées plus fermes, envisagent d'adopter l'espéranto comme politique européenne? C'est pas marqué tel quel dans leur programme en général, mais je sais que Europe Écologie Les Verts, au moins il y a quelques années, a toujours une commission espéranto langue, donc parmi la multitude de commissions qui existent dans Europe Écologie Les Verts. Et donc cette commission espéranto langue fait ce qu'elle peut pour promouvoir l'espéranto à l'intérieur d'Europe Écologie Les Verts, mais n'a pas beaucoup de poids au niveau des instances dirigeantes du parti en question. Et puis, plus récemment, depuis quelques années, on a collaboré avec Volt, donc un parti relativement récent et très européophile, si on peut dire. Et ils sont bien conscients que faire une Europe fédérale, puisque eux sont carrément orientés vers une Europe fédérale, c'est pas simple si on n'a pas d'outils pour communiquer. Et donc, ce qui fait que l'espéranto n'est pas si mal considéré que ça par beaucoup de gens de Volt. Disons, il y a plusieurs espérantistes qui sont chez Volt et pas chez nous, par exemple. Et même chose chez Europe Écologie Les Verts. Donc, si je récapitule un petit peu ce que vous disiez par rapport à la libre circulation de l'information, pour satisfaire aussi le chat que nous avons à notre disposition, vous voyez évidemment l'espéranto comme un moyen idéal pour qu'on puisse tous communiquer ensemble, mais aussi des logiciels open source. Et par rapport à ça, je reviens sur cette question parce qu'on indique ici, le problème c'est aussi que ces logiciels open source n'ont pas non plus développés par des compagnies, etc. Donc il y a moins de fonds, parfois ils sont moins performants. Est-ce que vous pensez donc qu'il faudrait que collectivement les États financent ces logiciels-là ou, pour aider à cette libre circulation de l'information? Oui, tout à fait. Je pense que ça peut être une bonne solution, puisque effectivement, un des problèmes de ces logiciels libres ou des bibliothèques de logiciels libres, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gens pour les maintenir, puisqu'ils ne sont pas payés pour ça. Et donc, quand il y a quelqu'un, soit qui meurt, soit qui part en vacances, soit qui décide de faire autre chose, on se retrouve sans plus personne pour pouvoir l'entretenir. Donc, le fait d'avoir les pouvoirs publics qui soutiennent ces logiciels libres, ça peut être important. Ça peut être important aussi pour les logiciels propriétaires, puisqu'en fait, il y a un bon nombre de logiciels propriétaires qui utilisent des bibliothèques libres. Et donc, quand il y a une faille de sécurité dans la petite bibliothèque libre, c'est tout le logiciel propriétaire qui est mis en cause. Donc oui, je pense que les pouvoirs publics devraient soutenir ça. Et à l'échelle européenne, même avec des fonds européens ou simplement... est-ce que ces logiciels-là doivent être d'envergure européenne pour qu'ils prennent plus d'importance? Ça peut paraître évident, mais en même temps, est-ce que c'est pas plus efficace d'avoir des logiciels souverains? Je ne sais pas. Je pose la question. Souverain, est-ce que c'est pour les États souverains comme la France ou bien pour l'Union européenne qui essaye aussi d'avoir une certaine souveraineté sur un certain nombre de choses, qui a essayé d'avoir les vaccins, ou des choses comme ça. Dans tous les cas, je pense que un petit peu au niveau de chaque structure politique ou de chaque échelon politique, il peut y avoir des actions pour soutenir les logiciels libres, mais qui sont bien sûr différentes. Par exemple, une commune peut essayer de faire passer tout son système informatique sous logiciel libre. Un pays peut éventuellement développer un logiciel complet. Et effectivement, si on le fait au niveau de l'Union européenne, avec des traductions assez faciles à faire, ça pourra être fait pour l'ensemble de l'Union européenne. Et je pense que ça peut aussi contribuer à augmenter la cohésion entre les peuples européens. C'est-à-dire que si les différents peuples européens, si on prenne l'habitude, d'utiliser des logiciels semblables, même si c'est dans d'autres langues, ils ne seront pas dépaysés par rapport à ces logiciels-là quand ils iront dans un pays voisin. Et en particulier dans l'idée d'aller travailler dans d'autres pays européens, ça peut être important d'être accueilli par le même logiciel.
J'ai une autre question vis-à-vis des logiciels libres, mais aussi de l'espéranto. Est-ce que vous voyez un lien direct entre ces deux thèmes? Est-ce qu'il y a une identité de l'espéranto qui inclut justement ces idées de logiciels libres, ou c'est seulement des idées qui se rassemblent dans ce parti comme ça? Oui. Alors, on peut dire que l'inventeur de l'espéranto l'a inventé comme un logiciel libre. C'est-à-dire que quand il a publié son premier livre d'espéranto, donc c'était en 1887 à Varsovie, en Pologne, donc il l'a publié d'abord en russe, parce qu'à l'époque, Varsovie était en Russie, puis dans les langues importantes de l'époque, en français, en allemand, en polonais, etc. Et donc, dans ce premier livre, il avait mis des espèces de petits coupons pour que les gens puissent les signer et disent « J'apprendrai l'espéranto quand 10 millions de personnes auront fait le même choix, la même déclaration. » Alors heureusement, les gens ont commencé à pratiquer l'espéranto avant qu'il y en ait 10 millions qui aient signé ça. Et puis, il disait aussi qu'il abandonnait ses droits sur la langue, que lui était l'initiateur, donc il avait lancé l'affaire, mais qu'après, c'était à la communauté des locuteurs de l'espéranto de la faire vivre, de la faire développer, de la faire évoluer dans un sens ou dans un autre. Et donc, de ce point de vue-là, c'est très semblable au logiciel libre, où en fait, forcément, c'est quelqu'un qui a lancé le logiciel, qui l'a développé au début, mais après, comme d'autres personnes peuvent y ajouter des fonctions, ou le traduire, ou le mettre avec des fonctions différentes dans un autre système informatique, finalement, la personne qui l'a lancé n'en est pas vraiment propriétaire. C'est en fait la collectivité des utilisateurs qui fait évoluer le logiciel libre. Et donc, de ce point de vue-là, on peut dire que Zamenhof a lancé l'espéranto comme un logiciel libre, même si le terme n'existait pas à l'époque. Merci de votre réponse. Y a-t-il des questions du public ou du chat? J'ai l'impression que nous avons fait le tour de la question. En tout cas, on a, bon, peut-être pas, mais on a en tout cas répondu, il semblerait, à presque toutes les questions du chat. Je vois qu'on avait parlé tout à l'heure de restreindre par le budget, mais vous aviez aussi évoqué rapidement l'idée de Jean Covici, et je vois ici, est-ce que ce serait pas favorable de mettre des quotas plutôt que des mesures enfin des barrières de prix? Est-ce que ça serait pas plus équitable? Tout à fait. Disons, je n'ai pas d'opinion particulière à ce niveau-là. L'important, c'est que ça soit le plus convenable possible pour la société dans laquelle nous vivons. Donc, il est possible aussi de mettre des quotas pour certaines choses, des prix pour d'autres. Disons, je pense que Jean Covici lui-même n'est pas restreint aux quotas, même s'il est célèbre pour ça, pour dire que chacun devrait avoir le droit, je crois, de prendre l'avion 2 fois dans sa vie. Sa pensée ne se limite pas à ça. Parfait. Eh bien, je pense que nous avons répondu à toutes les questions du chat et à nos questions. Donc, merci beaucoup d'être là, d'avoir répondu à toutes nos questions sur l'espéranto et sur l'écologie. On vous souhaite toute le plus de chances possible pour les européennes. Après... Voilà, en fait, pour nous, l'important, c'est que le sujet des langues soit porté sur la place publique. Donc, nous aurons sûrement, comme d'habitude, 0, pas grand-chose % des voix, mais ce n'est pas vraiment le problème. Pour nous, l'important, c'est qu'on en discute et que ça ne soit pas complètement passé sous silence en disant on verra bien, on verra bien. Il y a des gens qui disent une politique des langues, à quoi bon? Les gens peuvent parler la langue qu'ils veulent, ce n'est pas notre problème, ce n'est pas aux politiques de s'en mêler. Mais c'est un peu comme, par exemple, les lois du travail. On pourrait dire aussi, finalement, il n'y a pas besoin de loi du travail. Le patron et l'ouvrier se mettent d'accord pour un salaire, et puis c'est tout. Et en fait, c'est quand même mieux quand il y a des lois du travail qui encadrent ces pratiques. Donc, pour nous, c'est important aussi que la politique en général se mêle de ces questions de langue. Parfait. Je pense que c'est une bonne conclusion. C'est votre mot de la fin. Mais encore une fois, merci beaucoup et... Et merci de m'avoir invité. Oui, tout le plaisir était vraiment pour nous et pour le chat qui vous remercie. Donc,
Donc voilà, c'est la fin de cette conférence. Merci aussi à ceux qui sont présents dans la salle que vous ne pouvez pas voir par souci de droit à l'image que je vous ai évoqué rapidement. Mais voilà, D'accord, ils pas de sont problème. là, ils ont été très attentifs, j'en suis sûr. Donc voilà, merci beaucoup et Merci. Merci, Au revoir. au revoir. Et à une prochaine fois éventuellement. oui, Potentiellement, puisque ça risque d'être organisé de nouveau l'année prochaine. Donc peut-être que vous aurez l'occasion de reparler dans une seconde série d'interviews. Sachant D'accord. que la prochaine interview pour le chat devrait être jeudi, si je ne dis pas de bêtises. oui, Ce jeudi-là. ce jeudi avec... soyez prudents, ça va être intéressant. Et bah voilà. Donc Merci. merci Très bien. beaucoup. Bonne Et soirée. vous aussi. soirée. Au revoir. Au revoir.